Bonjour à tous, aujourd'hui dans Micmath nous allons parler de figures géométriques étranges et passionnantes, les fractales. Une fractale, c'est une figure géométrique qui possède la particularité d'avoir des détails quelle que soit l'échelle à laquelle on la regarde. Pour bien comprendre ce que cela signifie, commençons par prendre quelques exemples. Et tout d'abord, regardons cette figure géométrique classique, le cercle. Le cercle, c'est une figure parfaitement lisse, ce qui signifie que si vous prenez un point quelconque sur ce cercle et que vous zoomez dessus, eh bien plus le zoom sera important, plus le cercle ressemblera tout simplement à une ligne droite. Et cette propriété, eh bien, elle est valable pour la plupart des figures géométriques classiques que l'on peut connaître. Eh bien pour les fractales, c'est précisément le contraire qui se passe. Si vous prenez une figure fractale et que vous zoomez sur l'un quelconque de ces points, vous verrez au fur et à mesure apparaître de plus en plus petits détails sans que ça ne s'arrête jamais. On peut trouver dans le monde qui nous entoure de nombreux exemples de formes fractales. C'est le cas notamment des frontières naturelles de certains pays. Prenons par exemple le cas de la Grande-Bretagne. On voit bien sur cette carte que la figure géométrique qui est déterminée par cette île n'est pas du tout lisse. Et même si l'on zoomait un maximum sur ses contours, sur ses frontières, eh bien on verrait bien qu'à aucun moment ça ressemble à une ligne droite. Il y aurait toujours des petits détails. Même si on allait à quelques mètres de précision, eh bien en allant sur place, on pourrait toujours constater qu'il y a quelques falaises, quelques rochers à contourner, au pire même quelques grains de sable, mais il y aurait toujours des petits détails de plus en plus petits. Mais alors une question se pose, combien mesure la longueur des côtes de Grande-Bretagne? Je vous propose de laisser cette question en suspens quelques instants parce que pour pouvoir y répondre, il va tout d'abord falloir nous interroger sur quelques propriétés étonnantes des fractales. Et nous allons commencer par quelques cas particuliers de fractales qui sont plus simples à étudier et qu'on appelle les figures autosimilaires. Les figures autosimilaires, comme leur nom l'indique, ce sont des figures qui sont similaires à elles-mêmes, ce qui signifie que quand on zoome sur certains points de la figure, eh bien les détails que l'on voit apparaître sont en réalité des reproductions miniatures de la figure tout entière. On trouve également des figures autosimilaires dans la nature, c'est le cas par exemple des fougères. Une fougère, ce n'est rien d'autre qu'une composition de plein de petites fougères miniatures. C'est le cas également des choux romanesco que vous pouvez trouver chez votre marchand de légumes. L'une des figures géométriques autosimilaires les plus célèbres s'appelle la courbe de Von Koch et elle a été découverte en 1904 par le mathématicien suédois Helge von Koch. Pour construire la courbe de Von Koch, il faut commencer par prendre un segment de droite comme ceci. Ce segment de droite, on va le diviser en 3 tiers et retirer le tiers du milieu. Et à la place du trou qui est laissé par le tiers du milieu, on va rajouter 2 nouveaux segments de longueur 1 tiers qui vont former une forme de triangle équilatéral de la façon suivante. Une fois qu'on a fait ceci, on se retrouve donc avec une figure qui maintenant est composée de 4 segments de droite, et sur chacun de ces 4 segments de droite, on va répéter la même opération. On enlève le tiers du milieu, et on rajoute 2 petits segments qui forment des triangles équilatéraux, comme ceci. Et une fois qu'on a ça, eh bien on recommence une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, etc. La courbe de Von Koch, c'est la figure géométrique que l'on obtient quand on a répété ce procédé une infinité de fois. Une fois que l'on a notre courbe de Von Koch, on peut se poser sur cette figure la même question que l'on se posait tout à l'heure à propos des côtes britanniques. Quelle est sa longueur? Et cette fois, la réponse est plus simple à trouver parce que l'on peut procéder étape par étape. À chaque étape de construction de la courbe de Von Koch, qu'a-t-on fait? On a découpé chaque segment en 3 tiers, on lui a enlevé 1 tiers, et on a rajouté 2 segments de longueur également 1 tiers. Donc au final, on enlève 1 tiers, on rajoute 2 tiers, on a gagné 1 tiers. Par conséquent, à chaque étape, la longueur augmente d'1 tiers. Une autre façon de le formuler consiste à dire qu'à chaque étape, la longueur de la courbe subit une augmentation d'environ 33%. Et là, vous commencez peut-être à comprendre ce qui va se passer. À chaque étape, la longueur de la courbe augmente à 33%. Mais combien y a-t-il d'étapes? Nous avons dit qu'il y en avait une infinité. La courbe de Von Koch, c'est la courbe que l'on obtient quand on répète une infinité d'étapes. Donc autrement dit, la longueur de la courbe subit une infinité de fois une augmentation de 33%. Par conséquent, la courbe de Von Koch a une longueur infinie. À première vue, ça peut sembler paradoxal que la figure ait une longueur infinie, puisque là, elle a l'air de tenir parfaitement sur une surface finie. Mais en réalité, c'est totalement possible de dessiner une courbe de longueur infinie sur une surface finie. D'ailleurs, on peut faire des découpages très amusants avec ça, comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le problème isopérimétrique. Mais alors, est-on sûr que la courbe de Von Koch est une ligne ? A priori, la question peut sembler assez étrange et pourtant elle se pose, car à partir de ce procédé qui consiste à répéter une infinité d'étapes, il est tout à fait possible de produire des surfaces avec des lignes. Prenons un exemple, regardez cette figure géométrique-là qui est composée d'un pic.
Si maintenant on l'augmente en prenant une figure à 2 pics, puis à 3 pics, à 4 pics, à 5 pics, et etc. en augmentant sans cesse le nombre de pics, eh bien chacune des figures intermédiaires que l'on dessine est bien une ligne, et pourtant si on répète ce procédé une infinité de fois, eh bien la figure limite que l'on obtient n'est plus une ligne mais une surface, en l'occurrence un carré. Mais alors, est-il possible que la courbe de Von Koch nous fasse le même coup? Est-il possible que cette ligne, à force de s'entortiller sur elle-même, finisse par remplir une petite bande de surface? Pour répondre à cette question, il faut nous demander ce qui différencie fondamentalement les lignes des surfaces. On peut par exemple penser à la façon de les mesurer. Une ligne se mesure par sa longueur, qui s'exprime par exemple en mètres, et une surface se mesure par son aire, qui s'exprime par exemple en mètres carrés. Les mesures des lignes ou des surfaces réagissent notamment différemment lorsque l'on fait des agrandissements ou des rétrécissements des figures. Prenez par exemple ce carré et dessinez à côté de lui un autre carré dont les dimensions ont été multipliées par 2, c'est-à-dire que les longueurs ont été multipliées par 2 comme ceci. Si on regarde son périmètre, c'est-à-dire la longueur de son contour, c'est tout naturel de se dire qu'en passant du petit carré au grand carré, elle a été multipliée par 2. Mais si au contraire on regarde maintenant non pas son périmètre mais sa surface, son aire, eh bien celle-ci n'a pas été multipliée par 2 mais par 4. La preuve, si on fait le découpage suivant, on peut découper le carré 2 fois plus grand en 4 petits carrés plus petits. Et si maintenant on trace un autre carré dont les dimensions sont multipliées cette fois non pas par 2 mais par 3, eh bien ses longueurs, naturellement, son périmètre est multiplié par 3. En revanche, sa surface, elle, est multipliée par 9. Et c'est bien normal puisque la surface est un objet de dimension 2. Autrement dit, quand on augmente la taille du carré, on augmente à la fois sa largeur et sa longueur. Donc comme la largeur est multipliée par 3 et que la longueur est multipliée par 3, eh bien la surface au total est multipliée par 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et de la même façon, si on multipliait maintenant les longueurs par 4, eh bien la surface serait multipliée par 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Et si on multipliait les longueurs par 5, la surface serait multipliée par 5 fois 5, c'est-à-dire 25, etc. D'une manière générale, si les longueurs d'une figure sont multipliées par un certain nombre, eh bien les surfaces de cette figure sont multipliées par le même nombre, mais mis au carré. Bien, nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut, regardons ce qui se passe si on agrandit une courbe de Von Koch. Prenons une petite courbe de Von Koch comme ceci, et maintenant prenons la même, mais dont les dimensions ont été multipliées par 3, comme ceci. On constate alors que la grande courbe de Von Koch est composée d'exactement 4 exemplaires de la petite courbe de Von Koch. Alors que peut-on en déduire? Est-ce que c'est une ligne ou est-ce que c'est une surface? Si c'était une ligne, sa mesure serait tout simplement multipliée par 3. Or là ce n'est pas le cas, sa mesure est multipliée par 4, on vient de le voir. Donc c'est plus qu'une ligne. Mais si le flocon de Von Koch était une surface, sa mesure devrait être multipliée par 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Or là, sa mesure n'est pas multipliée par 9, mais par moins que 9. Donc ce n'est pas tout à fait une surface. Conclusion, la courbe de Von Koch n'est ni une ligne de dimension 1, ni une surface de dimension 2, mais une figure géométrique d'une dimension intermédiaire entre 1 et 2. Et mieux que ça, il est réellement possible de calculer la dimension de cette figure géométrique, et on trouve que la courbe de Von Koch a une dimension égale à 1,26. Et de la même manière qu'il est possible de mesurer les lignes par leur longueur ou les surfaces par leur aire, eh bien il est possible de mesurer les figures de dimension intermédiaire par des mesures qui s'appellent les mesures de Hausdorff, du nom du mathématicien allemand Felix Hausdorff. La courbe de Von Koch aura donc une mesure qui ne sera ni en mètres carrés, mais en mètres puissance 1,26. Maintenant que nous savons tout ça, nous pouvons revenir à notre question de départ qui était celle de la longueur des côtes britanniques. Un mathématicien anglais du nom de Lewis Fry Richardson s'est posé la question, a bien étudié le sujet et en est arrivé à la conclusion que, comme la courbe de Von Koch, les côtes britanniques n'étaient pas une figure de dimension 1, n'étaient pas une ligne et n'étaient pas non plus une surface mais d'une dimension intermédiaire. Il a trouvé par ses calculs une dimension égale à 1,24. Ce qui signifie que cette question de départ n'avait en réalité pas vraiment de sens puisque les côtes britanniques ne sont pas une ligne. Et si on avait voulu mesurer comme si c'était une longueur cette côte britannique avec une précision de plus en plus grande, eh bien comme pour la courbe de Von Koch, eh bien on aurait trouvé des valeurs de plus en plus grandes au fur et à mesure que la précision augmente. Et ces valeurs de plus en plus grandes, elles auraient été de plus en plus proches de l'infini. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Les fractales, c'est vraiment un sujet absolument fascinant. D'ailleurs, j'ai évidemment pas eu le temps de tout traiter dans cette seule petite vidéo. Je referai probablement un jour d'autres vidéos pour traiter d'autres aspects des fractales parce qu'il y a vraiment des tas de choses à dire sur ce sujet et c'est toujours absolument passionnant.
N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un maximum de gens partout autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. D'ailleurs, je voudrais dire un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent déjà sur Tipeee depuis un mois que j'ai lancé mon compte. Merci, 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 merci. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir votre soutien. Et en attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.